Donc je commence enfin, de rentrer dans le vif du sujet avec un exercice de génétique. Donc pour la correction, en fait, j'ai pris le travail d'un de vos camarades. Alors j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu, l'énergie, hier après-midi de regarder tous vos exercices, mais ce sera fait, au cours du week-end. Donc là, l'élève en question va se reconnaître. Donc j'ai repris, j'ai scanné un petit peu ce qu'il m'avait rendu. J'espère que vous arrivez à le lire, vous, sur votre copie. Vous pouvez agrandir un petit peu. Alors, il y a des choses bien dans ce qui a été rendu ici et puis des choses à revoir. En fait, ce qui est à revoir, c'est surtout, la réponse à la première question. D'accord? Donc là, c'est bien, hein, il m'explique qu'on prend grand N pour l'allèle normal et petit a pour l'allèle anormal, grand R pour l'allèle rouge et B pour l'allèle blanc, d'accord, pour la couleur blanche. Et puis ensuite, par contre, j'ai cette écriture-là, et en fait, visiblement, on a des parenthèses et on a un organisme qui semble haploïde. En plus, on a sur le même chromosome noir, donc grand N pour normal et R. Donc tout ça, cette écriture, elle est incorrecte. Pour la suite, il y aura des choses incorrectes et des choses qui sont cette fois-ci correctes. D'accord? Donc qu'est-ce qui est incorrect ici? Je vais prendre la diapositive suivante. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a quelque chose comme ça? Donc il faut partir d'une hypothèse. Donc les parents sont de lignée pure, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont homozygotes et les gènes sont indépendants. Alors il me semble que c'était dit dans l'énoncé, d'accord? Et si c'est pas dit dans l'énoncé, on part toujours de ça parce que quand on fait des études de génétique, on part toujours de parents homozygotes. Sinon, on ne peut pas faire les études correctement. Donc, le parent P1, il est grand N, là, hein, j'ai un même chromosome, donc je mets les deux mêmes gènes, pas forcément le même allèle de part et d'autre, donc deux chromosomes homologues, grand R, petit a, grand B. D'accord? La F1, c'est P1 fois P2. Donc, la F1, son génotype, là, je n'ai pas besoin de faire un échiquier, hein, ce serait trop simple, il n'y a qu'un gamète qui peut être produit pour chaque parent. Donc, c'est grand N, petit a, et grand B, grand B, grand R, grand B. Or, le phénotype, il est donné, c'est ce que j'observe. Le phénotype, c'est l'observation. En fait, ma fleur, elle est normale et rose. Donc, ça veut dire que N est un allèle dominant et que les allèles R et B sont codominants. D'accord? Donc, ensuite, on fait F1 fois F1. Donc là, votre camarade a fait son échiquier de croisement. Et là, à nouveau, alors, ce qui est à l'intérieur des cases est correct, mais tout ce que vous avez sur les allèles ici est incorrect, parce qu'il me met N et R sur deux chromosomes homologues. Donc, il faudrait mettre grand N, d'accord, une barre dessous, point virgule, grand R, une barre dessous, et des parenthèses autour. On est sur le génotype des gamètes. Par contre, ce qui est correct ensuite, c'est les génotypes des descendances, parce qu'il me met bien N et A ensemble, et puis R et B ensemble, d'accord? Et ensuite, le résultat de l'échiquier, donc là, il donne les proportions de chacun des phénotypes. Alors, l'idéal aurait été de colorier, hein, les cases qui correspondent à chaque phénotype. Donc, hein, ici, grand N, grand R, d'accord, normal, rouge, etc. Et ce qui est intéressant, et ce qui est bien fait dans cet exercice ici, c'est qu'ensuite, votre camarade, donc, a mesuré les proportions pour chacun des phénotypes et regarde si ces proportions sont effectivement proches des proportions théoriques données par l'échiquier de croisement qui fait l'hypothèse que les gènes sont indépendants. Ces proportions sont assez proches des proportions théoriques. Donc les résultats de l'échiquier et les résultats théoriques, enfin les résultats théoriques de l'échiquier et les résultats observés de l'expérience sont cohérents, donc les gènes sont indépendants. Donc ça, c'était bien compris. Donc finalement ici, les erreurs, c'est vraiment des erreurs d'écriture du génotype au départ. Alors la question suivante portait sur, cette fois-ci, on a des fleurs normales et roses et on les croise avec des fleurs anormales et blanches. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va obtenir dans la descendance? Alors,
Là, ce qui était vraiment important, et là votre camarade l'a fait, contrairement à beaucoup d'entre vous, d'accord, c'est qu'il faut insister sur un point qui est crucial, qui est que quand on a un phénotype normal rose, on peut avoir plusieurs génotypes. Soit on est grand N, point virgule, grand B, grand R, d'accord? Soit on est grand N, petit a, grand R, grand B. Pourquoi? Parce que le phénotype grand N, qui est le phénotype normal, est un phénotype dominant. Donc on peut avoir pour ce phénotype deux génotypes possibles. D'accord? Et donc de ce fait, à ce moment-là, vous allez avoir deux échiquiers de croisement possibles avec des résultats différents pour chacun de ces deux échiquiers. Alors, donc là, à nouveau, l'écriture à l'intérieur des cases. Donc l'écriture ici à l'intérieur des cases est tout à fait correcte. L'écriture des gamètes est incorrecte. D'accord? Donc c'est grand N point souligné en bas, point virgule, grand R souligné en bas, et puis les deux parenthèses qui doivent apparaître de part et d'autre. D'accord? Donc sur le travail de votre camarade, il y a des choses très très bien. L'ensemble est très bien compris, mais les écritures des génotypes des gamètes sont inexactes. Et au départ, sur les P1, P2, F1 et écriture des phénotypes, c'est inexact également. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez de quoi travailler, vous, sur vos propres travaux, sachant que j'ai mis, pour ceux à qui ça a été rendu, où je vais mettre quelques commentaires. S'il y a des questions qui restent, vous n'hésiterez pas. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de corriger donc, les travaux mitose-méiose, donc comparaison mitose-méiose. Donc là, l'objectif était de me faire un tableau de colle sur une feuille A4, si possible. Alors certains ont mis plusieurs feuilles A4, ce qui n'est pas ce que je demande en fait. Faites vraiment une feuille A4, c'est important. Et l'autre point, c'est que plus vous m'en rendez, donc plus vous êtes nombreux à me rendre des travaux, et mieux ce sera, et mieux ça vous permettra de travailler. Et l'idée, c'est que moi, je fais ensuite un diapo qui reprend tous vos travaux en enlevant vos noms. Moi, je note qui m'a rendu, etc. Ça sera important aussi peut-être dans mes appréciations de fin de semestre. C'est important de voir qui travaille, qui joue le jeu, qui bien sûr, ce n'est pas obligatoire et je ne vous tiendrai pas non plus rigueur si vous n'avez pas pu le faire parce que vous avez beaucoup à faire et que ce n'est pas évident. Mais je prends en compte quand même les élèves qui font ce travail, évidemment. Donc, mitose-méiose. Donc, comparaison mitose-méiose. Ce que j'aimerais faire... Ah, est-ce que je veux partager? Non. Ce que j'aimerais faire là, c'est que vous n'hésitiez pas à réagir face au tableau. C'est-à-dire, vos réactions, ça peut être quelles questions vous poseriez ou quelle critique vous pouvez faire, critique constructive évidemment, de ce que vos camarades ont fait et qu'est-ce que vous auriez fait, quels sont les oublis majeurs, etc. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ça puisse vous aider parce qu'on n'a pas l'école, on ne peut pas faire l'école actuellement. Et en même temps, vous avez vraiment besoin, pour chaque chapitre, d'avoir un petit peu un recul et de faire une petite synthèse. Donc, comparaison mitose-méiose, voilà le premier travail qui m'a été rendu. Donc, là, c'est une comparaison mitose-méiose. Donc, grand 1, des rôles variés, d'accord? Donc, la méiose intervient dans le cycle de développement et dans le brassage chromosomique. La mitose intervient dans le cycle cellulaire et dans la division des noyaux. Et puis, grand 2, fonctionnement. Donc, les étapes, les erreurs, les différences. Et donc, il y avait 3 feuilles, d'accord, là-dessus. Donc, je ne sais pas trop dans quel ordre ça aurait été présenté dans un tableau, sur un tableau. Donc, vous avez le fonctionnement ici de la méiose. Ça s'appelle schéma de la méiose. Alors, je n'ai pas toujours le tableau complet, parce que parfois, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, une comparaison entre un cycle de développement de mammifères où on positionne la méiose et un cycle cellulaire où on positionne la mitose. D'accord? Et puis, les étapes de la mitose. Donc, j'aimerais voir si certains peuvent commenter là-dessus. Est-ce que ça leur paraît complet? Est-ce qu'on insiste suffisamment? Est-ce que la façon dont sont présentés et l'ordre dans lequel sont présentés les documents paraissent bien? Donc là, on a le grand 1,
Puis après, je ne sais pas si ça... Et là, le grand 2. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des réactions, que ce soit un minimum interactif. Quelle serait, par exemple, la question que vous poseriez face à ce tableau de colle? Ou une critique que vous pourriez faire? Oui, je suis d'accord, Axel. C'est-à-dire qu'on n'insiste pas assez, hein. Au bout de la mitose, vous avez 2 cellules identiques. Après une division de méiose, vous avez 4 cellules qui ont des caractéristiques différentes et qui sont haploïdes. Effectivement, je pense que ça, c'est un point qui est très, très important. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez dire sur ce tableau? Essayez de réagir vite. Si vous voulez qu'on soit efficace, il faut que ça fonctionne correctement. Phase haploïde, phase diploïde à détailler un peu plus, c'est-à-dire, en fait, oui, bien sûr, là, on est d'accord, hein, qu'on n'a que le schéma, que le tableau, donc on n'a pas l'ensemble. Il manque le nom des étapes. Alors, le nom des étapes, effectivement, il peut être donné en colle. C'est-à-dire que ça, c'est un tableau de colle. D'accord? Phase diploïde, phase haploïde, c'est vrai qu'il faut bien expliquer ce que c'est que haploïde, diploïde et la notion de chromosome homologue. Finalement, pour moi, dans la division de méiose, ici, vraiment, le plus important, c'est ben, que, et j'aurais pas choisi juste, enfin voilà, vous avez 4 chromosomes, c'est que finalement sur la plaque métaphasique en méiose 1, vous avez des chromosomes homologues avec un chromosome de part et d'autre, ce qui est très différent de ce qu'on a sur la plaque métaphasique en mitose. D'accord? Et ça fait la grande différence entre ces deux divisions. C'est vraiment à ce moment-là. Finalement, les premières phases, prophase, métaphase, elles sont extrêmement importantes. D'accord? Donc, effectivement, là, on voit bien qu'il manque un certain nombre de choses. Après, on n'a pas la présentation orale, hein, et la présentation orale joue énormément là-dessus. Mon idée, c'est pas d'être critique, hein, c'est vraiment de voir ben, qu'est-ce qui est parlant et de réfléchir hein, sur vos différents tableaux. Alors, j'ai un autre tableau ici, où cette fois-ci, c'est uniquement un tableau comparatif. Donc là, a priori, donc on met cellules somatiques, cellules germinales. Donc ça, c'est les cellules concernées. D'accord? Alors, les cellules germinales peuvent aussi être concernées par la mitose. Le déroulement, alors j'ai une division cellulaire, donc il y a eu la réplication avant. Ici, il y a deux divisions cellulaires, d'accord? Les cellules filles, donc les cellules filles, même cariotype que la cellule mère. Ici, 4 cellules filles et on passe à l'état haploïde. Et place dans l'organisme, d'accord? Croissance, régénération des tissus, etc. Et ici, on est au niveau de la production. Alors, production des gamètes, c'est chez les mammifères, mais enfin, on est au niveau de la reproduction sexuelle. D'accord? Donc là, on aborde les choses de façon assez différente. Est-ce que, quelle critique on pourrait faire vis-à-vis d'un tableau de colle comme ça? Alors, j'imagine bien que ça aurait été le tableau de colle, il n'aurait pas été fait tout à fait de cette manière, mais je veux bien entendre vos critiques, vos remarques, je dirais, et les questions que vous pourriez poser. Euh, Oui, effectivement, on ne fait pas énormément le lien. En fait, là, pour moi, la critique la plus importante, c'est qu'on ne voit pas assez les points communs entre les deux. D'accord? Alors, l'autre critique, c'est qu'il n'y a pas les schémas. Donc, il faut vraiment les schémas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on met vraiment en évidence, enfin, le tableau est quand même assez bien construit et on met bien en évidence les différences essentielles. Voilà. Mais voilà, pas assez de schémas, trop de texte. Donc ça, c'est bien à avoir en tête. Et ensuite, il faut faire les schémas associés et il faut plus montrer les points communs, à mon sens. Alors, troisième tableau. Oh mince! Bon, Carmen, il y a votre nom qui est resté. Désolée. Normalement, je les avais enlevés. Et quand je suis passée en PDF, ça a dû rester.
Donc comparaison mitose-méiose. Donc une évolution de la quantité d'ADN, d'accord? Donc on fait ces petits schémas-là. Et ensuite un déroulement des différentes formes de division. Donc là, a priori, qu'est-ce que vous pouvez... alors, pareil, hein, à ce moment-là, on n'entend pas ce que dit votre camarade en colle. D'accord? Mais moi, là, quand je vois un tableau comme ça, j'aurais une première critique à faire et je veux bien écouter vos critiques également. Des erreurs, c'est-à-dire, Alix, des recombinaisons? D'accord. Oui, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de l'effet de la méiose, hein, qui permet de la diversification. Alors, la quantité d'ADN, oui, c'est intéressant, je suis d'accord, Axel, parce que ça va permettre de montrer que ben, les cellules filles sont très différentes entre mitose et méiose. Oui, je suis d'accord. Donc, diversification, réplique identique. Alors, moi, face à un tableau comme ça, ma première impression, c'est que ça risque d'être très descriptif. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle décrit, elle présente les choses, c'est juste, d'accord? Il n'y a pas de problème, mais elle ne fait pas ressortir les idées importantes et les concepts les plus importants ici. Donc ça pourra peut-être être fait à l'oral, mais en tout cas, ça n'apparaît pas sur le tableau. Et ça, c'est bien quand même sur le tableau, d'une façon ou d'une autre, d'accord? De déjà, c'est-à-dire que quand l'examinateur il va regarder le tableau, il faut que tout de suite il se dise, tiens, c'est bon, elle a vu les concepts les plus importants, elle a vu les points essentiels. Et là, je regarde un tableau comme ça et je me dis, bon, on va voir ce que va dire l'élève, mais pour l'instant, ça m'a l'air très descriptif. Voilà. Donc, euh, à revoir. Alors, je crois que c'est la dernière. Oui, après, je mets un ensemble de points. Donc, la dernière, comparaison mitose-méiose. Donc, il y a déjà une petite introduction. Division cellulaire eucaryote qui se réalise après une réplication. Des étapes similaires, mais des rôles très différents. Et en fait, on étudie ici des cellules animales. Donc là, votre camarade s'est dit, on va se restreindre aux cellules animales. Alors, trois parties, une origine biologique différente. La mitose et la seconde division de méiose sont similaires. Le rôle du cytosquelette au cours de ces divisions. Alors là, je suis contente d'avoir le rôle du cytosquelette parce que c'est quelque chose qui manquait énormément pour les deux autres, pour tous les autres pour toutes les autres présentations, et qui est pour moi un point important. Des remarques de votre part? Je suis d'accord que c'est bien organisé. Est-ce qu'on met vraiment en avant les différences essentielles? Par exemple, est-ce qu'on met en avant le phénomène de recombinaison? Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui manque ici. Donc, moi, j'aime beaucoup, je dirais que c'est le tableau. Après, j'ai pas la colle, hein, je regarde que le tableau. C'est le tableau qui me parle le plus, qui est, à mon avis, à mon sens, le mieux construit. Mais déjà, une origine biologique différente, je n'aime pas ce titre. Je préférerais dire que ce sont des mécanismes ou alors que ça intervient sur des mécanismes biologiques différents. D'accord? Et je ne commencerai pas par les différences, mais plutôt par les points communs. Ensuite, finalement, là, elle me montre que les deux divisions sont identiques et finalement, j'ai deux fois les mêmes schémas. Et j'aurais préféré, là, avoir la différence entre la première étape, la mitose, et la première étape, la première division de méiose. Parce que ça me permettrait de vraiment montrer que là, il y a des choses différentes. Et quelque part, le rôle du cytosquelette, je l'aurais montré en première partie, pour montrer les points communs. Voilà. Mais il y a déjà des idées, des concepts qui ressortent ici et qui sont bien illustrés à mon sens. Alors,
Alors, c'est des bonnes, questions là que vous posez, Alexandre. Hem, Souvent, on vous dit: «Vous choisissez, soit vous faites un plan, soit vous faites un tableau, avec que des figures». On est quand même assez libre sur la façon de présenter le tableau. Alors les tirets qu'elle a en tout début, pourquoi pas? À la rigueur, ça peut être des mots-clés, d'accord? Et ça peut être pour elle des pense-bêtes quand elle va, présenter sa colle. Ensuite, aborder des en fait, vous n'avez que 5 minutes pour présenter. Donc je trouve que dire qu'elle a fait le choix de s'intéresser uniquement aux cellules animales parce que, alors une des questions, ça sera peut-être de justifier son choix et là, elle peut justifier en disant que, ben, avec la cellule animale, ça suffit pour bien présenter, les différences. Hem, Ensuite, je réponds à votre question, Axel, après. Heu Ça, en plus, ça amène des questions sur, les cycles de développement des angiospermes et cetera. Donc c'est pas un problème de ne parler que de la cellule animale. Si on se met à parler de tous les cycles de développement et cetera, on risque de pas avoir, le temps de tout traiter. Voilà. Alors Axel, hem, sur le cytosquelette, on peut se contenter de faire un schéma sur l'exemple de la mitose comme elle l'a fait. D'accord? Et simplement dire qu'à la méiose, on a la même chose, sauf que de part et d'autre, ce sont des chromosomes qui partent. Voilà. Alors, j'ai simplement mis, moi, quelques points qui me semblent importants à aborder. Donc, les points communs et puis les spécificités de chacune des divisions. Donc, ce sont des divisions cellulaires eucaryotes. Ce sont des mécanismes similaires, avec un S, d'accord, excusez-moi, qui permettent de partager le matériel génétique. On va avoir de la condensation des chromosomes, on va avoir intervention du cytosquelette. D'accord? Et ça fonctionne sur un génotype qui est, oui, des chromosomes et un génotype qui est morcelé en plusieurs chromosomes. Donc ça fait intervenir un petit peu les mêmes types de mécanismes. Les spécificités de la mitose, on a les 2 cellules filles qui sont parfaitement identiques à la cellule mère, d'accord? Ça intervient tout au long de la vie d'un organisme pluricellulaire et ça peut intervenir, dans une reproduction non sexuée, d'accord? Reproduction végétative, par exemple. Euh, les spécificités de la méiose, c'est que les 4 cellules filles sont différentes de la cellule mère et différentes entre elles. D'accord? Donc là, la méiose, elle crée du différent. La méiose intervient dans le cycle de développement d'un organisme et permet de passer d'une phase diploïde à une phase haploïde. La méiose est liée au mécanisme de reproduction sexuée. Donc, elle est source de diversification. Et donc, il y a importance capitale de la prophase avec une recombinaison intrachromosomique et de la métaphase avec une recombinaison interchromosomique. À partir de ces idées, on peut construire un tableau. Hein. Mais mon objectif, c'est pas de vous faire un tableau de correction que vous apprendriez par cœur, etc. Il faut vraiment que vous fassiez vous-même vos tableaux et que vous vous exerciez vous-même à faire les schémas. Voilà. N'hésitez pas, soit ensuite sur Discord, soit sur d'autres. Je vois qu'il y a des problèmes de chocolat sur Discord. J'en ai encore chez moi, heureusement. Euh, Kylian, on reste concentré. Alors, juste un mot. Donc, vous me dites bien si cette façon de corriger, vous pensez que c'est intéressant et vous n'hésitez pas à m'envoyer des tableaux de colle. D'accord? Donc, pour cette semaine, hein, je vous avais envoyé des exemples de sujets à faire. Vous pouvez tout à fait essayer de les faire et me les envoyer. Donc, je vais faire je vais remettre un devoir à faire sur Google Scholar pour que vous puissiez les déposer. OK? Voilà. Et tous les vendredis, je ferai des corrections de tableaux de colle. Alors, donc maintenant, on revient au TP, au cours, pardon. Donc, je vais repartager le document. Donc, j'ai eu une question hein, sur l'expérience sur les bactéries nitratantes. D'accord? Donc, j'y reviendrai. Avant d'y revenir, je souhaitais d'abord revenir un petit peu sur les mitochondries.
Donc, je reviens sur ce schéma, en fait, à la fin de votre poli que je vous avais distribué. Alors, ah, IE, ça veut dire c'est-à-dire. IE, ça vient de idest en latin, d'accord? Et c'est une façon courte d'écrire c'est-à-dire. Donc, je l'utilise pas mal, le IE. Donc, ben, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ok. Alors, donc, si je reprends ce qui se passe au niveau de la mitochondrie, et ça me permet de rebondir ensuite sur la suite, d'accord? Euh, Juste, on a vu en fait tout ce qu'il faut voir sur la mitochondrie, parce qu'en fait, avec la chaîne respiratoire, hein, on arrive vraiment euh, à tous les couplages. Donc, on part du NADH H+, ici, d'accord, qui va fournir 2 électrons et des protons. Ce NADH, ces électrons, ils vont passer par le complexe 1, qui est le complexe NADH déshydrogénase, puis ensuite par l'ubiquinone, qui a un rôle double de transfert d'électrons d'une enzyme d'oxydoréduction vers une autre, d'accord, mais également de translocation des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. On arrive ensuite sur le complexe 3 avec le cytochrome B et les cytochromes C1, d'accord. Et ensuite, on arrive sur sur le cytochrome C, d'accord. Cytochrome C, on va avoir des échanges ici d'électrons. Et enfin, le complexe 4, cytochrome A et A3, plus le, la protéine qui permet donc de réduire le dioxygène. D'accord? Et donc, on arrive à de l'eau. Donc, on va produire de l'eau, d'accord, qui consomme d'ailleurs des protons, ici, et ça à partir du NADH H+. Ça permet la mise en place d'une force photomotrice, et donc, ensuite, le passage des protons ici qui permet la synthèse d'ATP. D'accord? Donc ça, c'est bien clair pour tout le monde. Donc vous devez connaître le nom de toutes ces molécules. Alors on peut également avoir la succinate déshydrogénase ici, hein, qui intervient avec le FAD, FADH2, et là on passe par le complexe 2. Donc en fait, les électrons viennent soit du NADH+, et font ce parcours ici, soit du FADH2 et font ce parcours ici. Donc on chante le complexe 1, mais on passe par le complexe 2. Et à chaque fois, on passe par l'ubiquinone. OK? Alors, on va avoir le même genre de choses pour les bactéries nitratantes. Donc, c'est pour ça que je reviens en arrière, parce que plusieurs m'ont demandé de reprendre cette expérience. D'accord? Donc, si on reprend cette expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a en fait, dans mon eau chargée en azote organique, j'ai du NO3, NO2-, d'accord? Qui a un ion où l'azote, N, est partiellement réduit. C'est-à-dire qu'il a un nombre d'oxydation qui est plus faible que le NO3-. D'accord? Donc, on a un azote partiellement réduit ici, donc qui est dans mon eau. Grosso modo, quand mon eau est chargée en azote organique, j'ai de l'azote organique et j'ai du NO3-. Et en fait, quand je fais passer cette eau dans de la terre, dans du sol, qui est bourré de bactéries, parce que le sol, c'est vivant, à ce moment-là, dans l'eau qui est passée, je me rends compte que mon nitrite a été oxydé en nitrate. D'accord? Donc, les bactéries semblent avoir oxydé le nitrite en nitrate. Alors, peut-être que c'est le hasard, que ça s'est fait tout seul. Et donc, je fais la même chose avec un sol qui n'est pas riche en bactéries parce qu'il a été stérilisé. Il est toujours oxygéné, ce sol, et à ce moment-là, je n'ai pas cette oxydation. Si dans mon sol qui a été stérilisé, je rajoute toujours mon eau avec de la matière organique et un fragment de sol qui n'est pas stérilisé,
à ce moment-là, je me rends compte qu'effectivement mon nitrate a été oxydé. Donc ça veut bien dire que c'est les êtres vivants qui vont permettre l'oxydation du nitrate en présence de dioxygène. D'accord? On a donc bien un phénomène d'oxydoréduction. Et un phénomène d'oxydoréduction qui va être exergonique. D'accord? Et donc, on verra un petit peu plus tard que ça met en place une chaîne d'oxydoréduction, d'accord, qui est exergonique et qui va permettre la mise en place d'une force protomotrice. J'espère que ça a répondu à vos questions. Donc ensuite, pour aujourd'hui, donc ici la réaction est, je me suis peut-être trompée en le disant, est exergonique, elle produit de l'énergie. Hein, la réaction d'oxydoréduction, donc NO2- plus O2, un demi de O2 donne NO3-. C'est une réaction exergonique, d'accord, qui se fait en présence de bactéries nitratantes, d'accord, et qui va permettre à ces bactéries nitratantes de fabriquer de l'ATP grâce à la mise en place d'une force protomotrice. Donc si je reviens ici, on avait dit qu'aujourd'hui, on passait donc à la partie qui concerne la photosynthèse. D'accord? Membrane et conversion énergétique. Et on va voir ce qui se passe de la lumière au pouvoir réducteur des chloroplastes. Donc, ici, ce qui est très important, c'est de reprendre 2-3 points sur la lumière. Alors, je vous ai mis le cours sur le drive hier soir un petit peu tard. Et vous avez également l'ensemble des documents que j'avais distribués le dernier vendredi, l'après-midi, hein, avant votre départ, donc pendant la séance de TIPE. OK? Donc vous pouvez suivre vraiment sur l'ensemble de ces documents et le cours a été bien repris, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout noter. Alors, des réactions d'oxydoréduction au sein des chloroplastes, on a vu que ce sont des réactions qui sont endergoniques et malgré tout, elles vont permettre la mise en place d'une force protomotrice et la synthèse de NADPH, H+. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut un apport d'énergie. Et effectivement, ces réactions d'oxydoréduction n'ont lieu qu'en présence de lumière. Donc ça, c'est ce que nous dit l'expérience de la réaction de Hill. Donc ça veut dire qu'a priori, la lumière va apporter l'énergie nécessaire. La présence de lumière est nécessaire, mais également la présence de chlorophylle. Donc la chlorophylle va avoir un rôle d'absorption de la lumière et va permettre effectivement peut-être un couplage entre cette énergie lumineuse et puis de l'énergie chimique ou de l'énergie osmotique. Alors, quelques mots sur la lumière. Vous connaissez bien, donc la lumière, c'est l'énergie lumineuse, elle est transmise par des rayonnements électromagnétiques. D'accord? Nous, on va beaucoup parler du spectre du visible, d'accord? Parce que c'est le spectre qui est absorbé, et c'est dans ce spectre-là essentiellement qu'on a de l'absorption lumineuse par les organismes photosynthétiques. Donc, on va de 380 nanomètres pour le violet, après on passe aux ultraviolets, quand on est à plus faible longueur d'onde, à 720 nanomètres pour le rouge, et à plus forte longueur d'onde, on passe aux infrarouges. D'accord? Plus la longueur d'onde est faible, plus le rayonnement va être riche en énergie. OK? Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Alors, ce qu'on va essayer d'étudier, c'est déjà quelles sont les lumières efficaces. Quel est le spectre d'action de la lumière et est-ce que ça va correspondre au spectre d'absorption de la chlorophylle. Alors, le premier à s'intéresser à l'efficacité de la lumière et des différentes longueurs d'onde de la lumière, c'est Engelmann. Alors, Engelmann, il n'avait pas forcément énormément de matériel à sa disposition et donc il a mis en place une expérience qui est assez futée. Il a utilisé en fait une algue filamenteuse, donc une spirogyre ici, d'accord. Donc c'est une algue verte
Et en fait, comme elle est filamenteuse, lui, il a pu en fait diffracter la lumière pour avoir un spectre, d'accord, de 400 à 700 nanomètres à peu près. Et en fait, ce spectre dans la longueur venait toucher l'algue, ce qui fait que chaque petite partie, portion de l'algue, avait finalement une lumière monochromatique. D'accord. Donc cette portion-là avait une lumière violette, cette portion-là avait une lumière rouge, cette portion-là avait une lumière verte. Et pour savoir s'il y avait de l'activité photosynthétique ou pas, il a utilisé un autre organisme, d'accord, qui sont en fait des bactéries aérobies, qui sont très connus pour être extrêmement avides en oxygène, en dioxygène, et pour être capables de se déplacer vers les sources de dioxygène. D'accord. Et donc voilà le résultat qu'il a obtenu. Donc ça, c'est le document 25 que vous avez sur votre, je pense que c'est le numéro 25, hein, que vous avez sur votre poly. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a mon filament d'algues, d'accord, et que finalement, mes bactéries, elles vont se regrouper au niveau des longueurs d'onde bleu-violet, ici, au niveau des longueurs d'onde rouges, et alors pas du tout au niveau des longueurs d'onde violettes. Ce qui veut dire que mon spectre, a priori, en fait, mes longueurs d'onde efficaces pour faire de la photosynthèse, c'est-à-dire pour rejeter du dioxygène, parce que c'est le résultat de la photosynthèse, hein, le dioxygène est un déchet de la photosynthèse, eh bien, ça va être les longueurs d'onde dans le bleu-violet et dans le rouge. Alors, on peut de cette manière hein, faire un spectre, on peut de cette manière avoir finalement hein, cette longueur ici, ce sont les spectres d'absorption, les spectres d'action de la lumière visible. Ok. Alors, le deuxième point qu'on va étudier, c'est les spectres d'absorption de la chlorophylle. Vu que la chlorophylle a l'air indispensable. Si je regarde un spectre d'absorption de la chlorophylle, donc je me mets dans un spectromètre, j'ai extrait la chlorophylle comme vous aviez pu le faire hein, dans de l'alcool, etc. Donc j'ai ma chlorophylle brute, d'accord. Alors là, c'est extrait d'une algue verte, on aurait exactement la même chose avec une plante verte. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe quelque chose qui se colle très très bien à mon spectre d'action. C'est-à-dire qu'on a une absorption maximale ici dans le bleu-violet, d'accord, entre 380 et 500 nanomètres de longueur d'onde, et une absorption importante vers 680 nanomètres, à peu près 700 nanomètres, donc dans le rouge. Et par contre, une absorption très très faible hein, dans les longueurs d'onde vert jaune. Alors, on sait que la chlorophylle brute, et vous l'avez vu quand on fait de la chromatographie, c'est un mélange de tout un ensemble de pigments de différentes couleurs. D'accord. Et on peut isoler ces pigments et regarder leur spectre d'absorption. Et on se rend compte qu'en fait, on a plusieurs types de pigments. Donc, on va voir qu'on a des chlorophylles, on a des caroténoïdes. Donc, les chlorophylles absorbent, que ce soit la chlorophylle A ici ou la chlorophylle B ici, d'accord. Elles ont deux types pics d'absorption, un pic plutôt dans les bleus, violets, et un pic plutôt dans les rouges, d'accord. Les caroténoïdes, donc que ce soit xanthophiles ou carotènes, ont leur pic d'absorption ici plutôt dans le bleu. Voilà. Alors, ces différents types de pigments, on peut les caractériser un petit peu de façon biochimique et c'est important de le faire. Donc, les chlorophylles, que ce soit la chlorophylle A ou la chlorophylle B, d'accord, ce sont des pigments de couleur verte, d'accord. En fait, s'ils sont verts, ça veut bien dire qu'ils absorbent dans toutes les longueurs d'onde, sauf dans le vert, parce qu'ils renvoient le vert. Le reste est absorbé. Et donc, on voit bien ici un spectre d'absorption d'un pigment de chlorophylle, hein. Ça absorbe dans le bleu, ça absorbe dans le rouge. Qu'est-ce que c'est que cette chlorophylle? En fait, la chlorophylle, elle est constituée d'une longue chaîne aliphatique qu'on a positionnée ici, hein, qui est un dérivé de l'isoprène, mais également ici
associé de façon covalente à un noyau tétrapyrrolique. Mais au centre de ce noyau tétrapyrrolique, contrairement à ce que vous avez dans l'hème, vous n'avez pas du fer, mais du Mg, d'accord, du magnésium. Et donc, ce magnésium est associé ici à des azotes, et cet ensemble hein, est capable de délocaliser ces électrons. On a des liaisons doubles qui sont associées. Alors, non, vous n'avez pas à savoir dessiner la chlorophylle, d'accord? Ou alors, non, vous n'avez pas à savoir dessiner la chlorophylle. Mais par contre, vous devez savoir qu'elle est constituée d'une chaîne aliphatique et d'un noyau tétrapyrrolique associé à du Mg. Ok? Alors, selon un petit peu la forme du noyau pyrrolique, alors entre chlorophylle A et chlorophylle B, en fait, vous allez avoir des petites différences. Par exemple, au niveau du numéro 2, hein, du cycle 2 du noyau tétrapyrrolique, vous avez non pas CH3, mais CHO. Et ça fait que, du coup, la délocalisation et l'excitation de mon pigment, hein, c'est-à-dire qu'un pigment, il est capable d'absorber de la lumière et qu'à ce moment-là, il passe dans un état excité. D'accord. C'est-à-dire que en fait, c'est lié à la délocalisation des doubles liaisons. C'est des doubles liaisons conjuguées. Et en fait, le fait qu'on change le CH3 en COH, ça fait que l'absorption ne se fait pas exactement dans la même longueur d'onde. On voit qu'on a un petit décalage de longueur d'onde absorbée. C'est la seule différence. En fait, vous avez tout un ensemble de chlorophylle. Donc, dans les plantes vertes et les algues vertes qui font partie de ce qu'on appelle la lignée verte, vous avez les chlorophylles A et B, d'accord? Mais vous avez dans les algues, en fait, la chlorophylle A est présente chez tous les organismes photosynthétiques. Dans les algues brunes, vous pouvez avoir de la chlorophylle C. Dans les algues rouges, vous pouvez avoir de la chlorophylle D. D'accord? Donc, il y a différents types de chlorophylle. La chlorophylle A, elle est présente chez tous les organismes photosynthétiques. Vous avez ensuite les caroténoïdes. Donc, les caroténoïdes, eux, ce sont vraiment des lipides purs, des dérivés de l'isoprène. D'accord? Donc, quand c'est le bêta-carotène ou l'exanthophylle qui sont un peu plus oxydés que les carotènes. D'accord. Donc, les différences vont porter sur la longueur de la chaîne, etc. Vous pouvez avoir, par exemple, dans les caroténoïdes, chez les algues brunes, la fucoxanthine qui donne la couleur un peu brune aux algues brunes. Là, on n'absorbe pas dans les mêmes longueurs d'onde, on absorbe uniquement dans le bleu-vert. Voilà. Tous ces pigments ont des propriétés communes. D'accord? Déjà, on va les retrouver, tous ces pigments, dans les lipides, parce que ce sont en fait des molécules lipophiles qu'on va associer d'ailleurs aux lipides au sens large. Et elles s'insèrent dans les membranes, et ici, elles sont présentes dans les membranes d'éthylacoïdes. D'accord? Ils sont capables donc d'absorber des photons grâce à la présence d'électrons délocalisables. Ce sont les doubles liaisons conjuguées qui vont facilement changer d'orbital atomique lorsqu'ils sont excités. D'accord? Et ça explique l'absorption lumineuse. Donc finalement, c'est comme ça que ça se passe, hein, l'absorption. Donc là, on prend l'exemple de la chlorophylle, mais ça pourrait être un exemple pour n'importe quel autre pigment. Donc vous avez, vous, sur les documents, c'est le document 28, on vous présente la structure de la chlorophylle. On a la longue chaîne aliphatique et le noyau tétrapyrrolique, c'est la chlorophylle A. D'accord? Et on voit comment ça s'excite. En fait, l'énergie lumineuse permet à certains électrons de passer d'une orbitale à l'autre. D'accord? Et donc, ensuite, on va revenir à un état fondamental, à l'état non excité. D'accord? Par différents mécanismes. Donc, on va partir maintenant pour voir un petit peu ce qui se passe quand vous avez un pigment qui est excité. Donc, on est dans le grand 2, petit 3, petit 2, lumière et oxydation de la chlorophylle. Donc, vous aviez en fait cette partie-là, alors je n'ai pas marqué les titres, excusez-moi. Donc, toute la première partie, c'était en fait dans une partie qui s'intitulait grand 2, petit 3, petit 1, spectre d'action, spectre d'absorption. D'accord? Donc, maintenant, on passe au grand 2, petit 3, petit 2. Donc qui s'intitule Lumière et oxydation de la chlorophylle. Vous voyez qu'on a ce terme d'oxydation tout de suite
ça ça nous fait réfléchir aux chaînes d'oxydoréduction. En fait, quand un pigment est excité, vous pouvez avoir plusieurs réactions de ce pigment lors de son retour à son état de repos, à son état fondamental. D'accord? Si on prend la chlorophylle, ici, vous avez de la chlorophylle. Mais c'est de la chlorophylle qui est excitée et qui est isolée, hein. On a de la chlorophylle qu'on a isolée, alors c'est de la chlorophylle brute, hein, qu'on a isolée dans de l'alcool. Et qu'est-ce qu'on voit quand on l'éclaire? Elle devient rouge. Et alors ça, normalement, c'est une expérience que je peux vous faire très facilement en TP, d'accord? On voit vraiment que la chlorophylle, elle est rouge. Or, la chlorophylle, c'est vert, c'est pas rouge. Alors, pourquoi elle devient rouge quand on l'éclaire fortement comme ça? Simplement parce qu'elle va être fluorescente dans le rouge, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce petit document, là, pour le coup, c'est le document que vous avez, vous, que je vous ai mis. Donc, c'est le document 30, non, 29, d'accord? Qui est un document très important pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Eh bien, en fait, de façon générale, un pigment, s'il est isolé, il va être à l'état excité, il absorbe une certaine longueur d'onde, et puis pour revenir à l'état fondamental, il va envoyer une longueur d'onde. Donc, il va être fluorescent. D'accord? La longueur d'onde envoyée est de moins forte énergie, donc elle va être la lumière renvoyée va avoir une longueur d'onde plus faible. Donc ici, on absorbe dans le bleu et le rouge et on renvoie dans le rouge et dans l'infrarouge également, hein. On va renvoyer également de la chaleur à chaque fois. Il y a une autre façon de retourner à l'état fondamental. Ça va exister quand vous allez avoir des pigments qui sont associés entre eux, d'accord? Comme ça peut être le cas, par exemple, dans la membrane des thylakoïdes et qui peuvent être en plus associés entre eux par des protéines, etc. À ce moment-là, en fait, les pigments, ils vont se transmettre l'excitation les uns aux autres. Donc, ce pigment est excité et il retourne à l'état fondamental en excitant le pigment suivant. Alors, on perd un peu de chaleur, ça veut dire que le pigment suivant, il était a priori excité par une lumière de longueur d'onde plus forte que le premier. D'accord? Et puis, dans certains cas très particuliers, quand le pigment va être dans une position et dans une conformation qui est maintenue par tout un ensemble de protéines et d'autres pigments, eh bien, le retour à l'état fondamental peut se faire par une oxydation. C'est-à-dire que l'électron est très excité et va sortir de la molécule. D'accord? Et donc, on va avoir une molécule qui va être oxydée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le grand E 0' de votre pigment excité, d'accord, va être très différent de celui de votre pigment à l'état de repos. D'accord? Là, on va avoir un grand E qui va être très élevé et ici un grand E qui va être plus faible. Non, encore plus élevé. Non. Un grand E qui va être faible et ici un grand E qui va être plus élevé. D'accord? Un potentiel redox ici qui va être faible et un potentiel redox élevé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, votre électron y part et tout d'un coup, votre chlorophylle, c'est le cas pour la chlorophylle, revient à l'état de repos. À l'état de repos, à ce moment-là, c'est un superoxydant. D'accord? Ici, c'était un assez bon réducteur. Là, ça devient un superoxydant. C'est-à-dire que ça va être capable, pour prendre un électron, d'oxyder quelque chose qui était déjà un bon oxydant. Par exemple, un couple qui a un potentiel redox élevé, comme le couple H2O-O2. C'est-à-dire que ça va avoir un potentiel redox encore plus élevé que H2O-O2. D'accord? Et donc, on a en fait, grâce à l'excitation, un saut de potentiel redox. Et ça, c'est un point très important. Pour la suite, je vais juste vous redonner un petit peu la structure d'un chloroplaste pour qu'on soit tous bien d'accord.
Donc, un chloroplaste, il est délimité par 2 membranes, d'accord? Mais l'espace intermembranaire nous intéresse peu ici. Vous allez avoir en grand A le stroma et en B les thylakoïdes. Et donc, ce sont les membranes des thylakoïdes qui possèdent les pigments, d'accord? Et ces membranes des thylakoïdes font délimitent 2 compartiments, donc le stroma et le milieu intrathylakoïde, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ces membranes de thylakoïdes présentent une organisation des pigments de façon très particulière, qui est une organisation en photosystème. Donc là, c'est votre document 30. En fait, les pigments ne sont pas organisés et ne sont pas positionnés complètement au hasard dans, dans la membrane. Ils sont organisés en photosystème de telle sorte que finalement, on va avoir de l'excitation. L'excitation d'un pigment va être transmise, ce qui fait que vous allez avoir l'excitation de très nombreux pigments qui vont arriver à un pigment particulier qu'on appelle le centre réactionnel. D'accord? Et ce centre réactionnel, en fait, c'est une chlorophylle A, d'accord? Et qui va être excitée par des longueurs d'onde qui peuvent être relativement faibles. On observe euh, deux types de centres réactionnels qui vont correspondre à 2 types de photosystèmes. Et en fait, la chlorophylle de ces centres réactionnels est une chlorophylle qui va pouvoir s'oxyder et qui va pouvoir donc donner un électron et devenir hyperavide en électrons en revenant à son état de repos. Donc du coup, maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionnent ces photosystèmes. Et c'est le grand 2, petit 3, conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique par les pigments chlorophylliens. Alors, je vous donne déjà ce document, mais la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les thylakoïdes, on a 2 types de photosystèmes. Le photosystème, ça va être à la fois donc l'antenne collectrice, d'accord, et le centre réactionnel. Dans le photosystème 1, vous avez une antenne collectrice et un centre réactionnel qui est une chlorophylle A, qui va absorber particulièrement la longueur d'onde 700 nanomètres. D'accord? En fait, elle va être excitée à son maximum à la longueur d'onde 700 nanomètres du fait de sa position. Dans le photosystème 2, vous avez une chlorophylle A aussi, qui est au centre réactionnel, qui absorbe au maximum à 680 nanomètres. D'accord? Alors, je vois qu'il est presque l'heure. Je vais quand même vous expliquer toute la chaîne ici réactionnelle d'oxydoréduction qui a lieu pour qu'on on puisse avoir un ensemble après tout ce que je vous ai présenté. Je vous ferai aussi un petit film qui reprend un peu tout ça. Donc, comment ça va se passer dans mon chloroplaste? Dans mon chloroplaste, dans mon thylakoïde, dans la membrane de thylakoïde, j'ai la lumière qui arrive. Et en fait, elle va exciter le photosystème 2. D'accord? Ce photosystème 2 va donner son électron à une plastoquinone. D'accord? Cet électron, à ce moment-là, il va être récupéré au niveau de l'eau. Donc, le premier donneur d'électrons, c'est H2O. Sachant pourtant que l'eau, ce n'est pas du tout un bon réducteur. On a un potentiel redox qui est très élevé. Donc, ce n'est vraiment pas un bon réducteur. Et pourtant, on arrive à donner l'électron à la chlorophylle. Cet électron, ensuite, il va se déplacer selon les potentiels redox croissants, donc là, de façon exergonique. Tant qu'on se déplace jusqu'à plastoquinone, complexe P6F, puis plastocyanine. D'accord? Quand on se déplace comme ça, on va pomper des protons. Quand on arrive à la plastocyanine, là, on est très loin, on a un potentiel redox qui est très faible par rapport au potentiel redox de mon accepteur final d'électrons qui est le NAD+, NADP+. Donc, on va faire intervenir un deuxième photosystème qui va me permettre de faire un deuxième saut de potentiel redox. Donc, lumière qui arrive. À ce moment-là,
j'ai mon centre réactionnel, donc ma chlorophylle qui largue son électron et qui la donne à la ferrodoxine, ici, d'accord, qui a un potentiel redox plus faible, non, plus élevé que la chlorophylle excitée, d'accord. Mais ma chlorophylle revient à l'état de base. À ce moment-là, elle est donc avec un potentiel redox élevé, ce qui lui permet d'accepter l'électron de la plastocyanine. D'accord. Et donc, cet électron va à la ferrodoxine, puis ensuite au complexe NADP+, enfin, NADPH+ synthase, d'accord. Et donc, à ce moment-là, grâce à l'énergie lumineuse, on a fabriqué du NADPH+, c'est-à-dire qu'on a accumulé du pouvoir réducteur et on a mis en place un potentiel, enfin une force protomotrice avec en fait accumulation de protons dans l'espace intrathylakoïde. Ces protons accumulés dans l'espace intrathylakoïde vont ensuite passer par les sphères pédonculées. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le schéma en Z de la photosynthèse, parce qu'en fait on dessine une sorte de Z quand on regarde les variations de potentiel redox. Si on se mettait, en fait, on pourrait faire une translation de 90 degrés, on aurait un Z. D'accord. On va voir qu'on a aussi une photosynthèse cyclique, qu'on verra lundi. D'accord. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Lundi, on poursuivra cette partie du cours, on terminera cette partie du cours et on corrigera donc les synthèses sur les enzymes. Si vous voulez m'envoyer d'autres tableaux de synthèse, il n'y a aucun problème. Faites-le encore, vous pouvez le faire et puis moi je commenterai et je vous laisserai aussi commenter. Je pense que finalement le regard critique sur ce que font vos camarades, c'est aussi extrêmement formateur pour vous. Voilà. Eh bien, bon week-end, révisez bien pour le DS. Et puis, j'espère que les exercices de géologie ne vous ont pas posé de problème. Je n'ai pas eu de questions, donc j'imagine que tout va bien. Voilà, au revoir.